pour tout le monde. Merci beaucoup. La présentation, c'est de M. Philippe Lotin, directeur général adjoint des orientations de l'architecture et de la planification, Direction générale des technologies de l'information, ministère de la Santé et des services sociaux, gouvernement du Québec. M. Lotin va nous parler de la transformation numérique au cadre de le plan du Québec. I should also say, M. Lotin. Je dois également vous dire que M. Lotin est membre ou est administrateur du Conseil d'Inforoute Santé Canada. Ça, c'est chronomètre. OK, bonjour tout le monde. Welcome everybody. You will have access. Bienvenue tout le monde. Vous aurez accès aux deux présentations en français et en anglais à l'écran ou avec l'interprétation simultanée. Et puis, vous pouvez donc me suivre dans la langue de votre choix. Je vais faire ma présentation en français, comme nous sommes à Montréal. Et si vous voulez aller chercher un récepteur pour l'interprétation simultanée, puis je vais essayer de parler lentement pour les interprètes. La présentation va être en français. Je ne sais pas, c'est-tu moi qui a fait avancer les affaires qui sont là? Ou c'est quelqu'un qui s'en occupe? Non, c'est moi, hein? Autonomie, c'est normal, c'est ce qu'on vise. Hein? Autonomie, santé connectée, le pouvoir dans les mains des citoyens, puis on fait de l'informatique pour nous comme patients, si on le devient, ou pour nos citoyens, pas pour la technologie, les systèmes, même si on aime ça, ce n'est pas l'objectif. Alors aujourd'hui, rapidement, 3 morceaux, vous expliquer le plan santé, le lien entre le plan santé du Québec et le plan de modernisation technologique qui va permettre sa réalisation. Et un petit mot sur notre stratégie sur le dossier de santé numérique, dans laquelle se situe un peu notre approche sur l'interopérabilité. Alors, le plan... il faut que je revienne en arrière. C'est ça, hein? Ben oui, c'est ça. Ça fait que le plan santé du gouvernement a été déposé, puis tout de suite, le ministre, comme vous le voyez ici, a pu statuer que la technologie va être requise pour réussir la transformation du plan santé. Le plan santé, ce n'est pas un plan technologique, c'est un plan qui va changer l'accès. C'est un plan qui va travailler sur l'ensemble des missions de notre système. On voit que le patient est au centre, comme vous le voyez sur ce dessin, même s'il n'est pas complètement traduit. Puis, on voit que l'ensemble des clientèles prises en charge par le ministère des Services sociaux est en place. Vous savez qu'au Québec, il y a un seul ministère, même s'il y a 3 ministres. La santé, les services sociaux et les aînés sont sous la gouverne d'une seule responsabilité et ça s'est traduit par des établissements qui gèrent l'ensemble des missions de l'ensemble de ces 3 secteurs. Alors, le plan santé, comme je le vois là, ça s'accompagne pour réussir d'un plan de modernisation technologique. Alors, d'abord, il faut être efficient, c'est ce qui nous est demandé par notre ministre. On veut que les professionnels de la santé soient outillés pour travailler et on veut que ça se traduise par un effet sur les soins de santé offerts aux Québécois. Et en plus, on a des systèmes désuets, pas mal désuets des fois. Et pour vous donner une idée, il y a 50 mesures dans le plan santé, il y en a 19 qui sont reliées à la technologie de façon assez directe pour réussir. Alors, non, pas de ça. Alors, qu'est-ce que le plan de modernisation technologique exactement? Alors, premier élément, c'est comme j'en parlais, d'où on vient. Il y a 1600 installations de soins au Québec dans l'ensemble des établissements. Vous savez que c'est 8 millions et quelques personnes. Alors, on a 9000 systèmes d'information. C'est ça.
Bonjour l'interopérabilité. Accrochez-vous, ça va être long. Alors, beaucoup d'instances dans ces 9000 systèmes. Là, je ne cherchais pas un catalogue de 9000 produits. C'est plusieurs instances, même dans le même établissement, parfois, il y en a plusieurs, jusqu'à 8, 9 parfois. On a évidemment toute la connexion avec les technologies biomédicales. Vous voyez les chiffres, vous avez le stockage qui est demandé sans aller pour ça. Donc, on part de ça. C'est comme ça que ça s'est construit dans le système pendant 25 ans. Puis, le système de santé, j'en ai parlé un petit peu. C'est à la fois ce qui est dans le milieu, là, qui sont les établissements qu'on appelle des CIS ou des CIUS. C'est des centres intégrés, universitaires ou non, qui distribuent des soins. On a à côté des CHU, des centres hospitaliers universitaires, avec de la troisième ligne de l'enseignement, de la formation. Mais ce n'est pas les seuls. On a la première ligne privée, donc les cliniques médicales, on a les pharmacies communautaires, on a les services préhospitaliers d'urgence. Puis si on va à droite, bien là, on a, ça doit être ça, on a des établissements privés qui participent au service public pour l'hébergement. Il y en a dans les établissements, mais il y en a dans le privé qui participent. On a tous nos organismes communautaires qui ont un rôle crucial dans le soutien de nos usagers, de nos patients pour programmes, du cancer à la santé mentale, et puis il y en a d'autres. Et on a aussi la particularité d'avoir des ressources qui ne sont pas des hospitalisations, qui sont, on appelle, non institutionnelles. Donc, c'est des ressources qui sont mises à disposition de plusieurs clientèles dans lesquelles œuvrent des cliniciens ou des médecins qui vont visiter. Et on a évidemment d'autres partenaires. Alors, comme nous tous, on s'est mis, on a réagi à la pandémie de façon quand même assez agile. Au Québec, vous en avez entendu parler. Oui, la pandémie, ça nous a mis à rude épreuve, mais en même temps, on a vécu des succès, de la prise de rendez-vous pour l'ensemble des activités de dépistage de laboratoire ou de vaccination, la mise en place de tout un programme de dépistage avec des plateformes installées quand même en un temps record. Vous avez vu qu'il y avait aussi le traçage des clientèles, parce qu'au départ, on traçait tous les cas contacts, là, puis avec des outils informatiques. Vous avez vu, vous avez peut-être suivi la mise en place du passeport vaccinal avec son code QR au Québec, puis l'application que tout le monde avait sur son téléphone. Et puis également, on est allé avec les tests rapides après, avec une plateforme qui permet aux gens de s'intégrer. Donc tout ça, ça a démontré qu'en très peu de temps, on a été capable de mettre en place de la valeur ajoutée des services. Et ça a donné l'idée au ministre de dire, bien, ça a l'air pas compliqué ce que vous avez fait là. Pouvez-vous faire ça pour le reste de ce que je veux faire? Le dossier du patient, les dossiers qui se promènent entre tous les participants au service de santé. Alors, et ça s'inscrit dans un programme plus général du Conseil du Trésor puis du gouvernement d'une transformation numérique gouvernementale au Québec. Donc, vous en avez peut-être entendu parler. La première importance, c'est vraiment d'être axé sur les citoyens, qui doivent être au centre de la préoccupation. On veut qu'ils aient un endroit unique pour interagir avec le gouvernement et les organismes publics. On veut que les organismes publics ne soient pas en attente que le citoyen se vienne les voir, mais soient plus proactifs dans les démarches une fois qu'on a entamé des choses avec eux. Puis on voudrait éviter que les citoyens répètent toutes leurs informations. Puis là, je parle de toute activité gouvernementale, mais le parallèle avec la santé, vous le voyez, est évident. C'est des objectifs qu'on partage. Puis d'un autre côté, bien là, il faut travailler sur notre administration ou sur notre système de santé. C'est les employés qui vont réaliser ce changement-là, sont au cœur de cette transformation-là. Et il ne faut pas que nous oublions ça. Puis, j'ai entendu qu'il y a des gens qui voulaient participer à la grande fête pour jeter les fax dans une rivière et faire un pont pour la traverser vers le numérique. Donc, on est aussi dans cette idée-là. Et quand vous proposez que dans un continuum, il y a un fax, il y a des ministres qui n'aiment pas ça, puis avec raison. Donc, numérique de bout en bout. Puis on ne fait pas le numérique juste pour le numérique, puis vous savez que c'est des débats en ce moment, mais on partage quand même quelque chose d'assez commun, c'est qu'on veut la donner pour la valoriser puis en faire quelque chose. Et puis notre ministre nous demande, nous, si vous faites de la transformation des données, je veux qu'on s'en serve de la donnée. Je veux qu'on s'en serve pour améliorer l'état de santé de la population du Québec, mais on a besoin de s'en servir. Donc ce sont des objectifs. Tous ensemble. Et donc, le plan de modernisation technologique, qu'est-ce que
ça va faire. Donc, je vais vous le présenter en résumé. Vous aurez les diapositives parce que je ne veux pas que ce soit trop lourd à vous énumérer, mais je vais pointer des éléments. D'abord, ça travaille sur qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié d'avancer les diapositives. Ben oui, regardons ça. Là, OK, on est rendu là. Donc, le plan de modernisation technologique, c'est... il est où? Il est là. Donc, quatre éléments, disais-je. D'abord, on a des enjeux d'infrastructure, vraiment, là, de la modernisation d'infrastructures technologiques. Là, je parle de télécommunications, je parle de la cybersécurité. Vous savez qu'au Québec, il y a vraiment une loi, puis un ministère qui a été créé pour la cybersécurité, qui a établi des guidelines, puis des normes assez précis qu'on doit respecter. Puis on migre vers l'info nuagique, avec l'ambition du gouvernement du Québec de se doter même d'un nuage gouvernemental dans un certain temps, puis en attendant de faire appel à des services infonuagiques. Donc, on est vraiment dans cette approche-là. Puis celui, je le détaille un peu maintenant, je ne reviendrai pas après. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle, nous, l'architecture technologique. Là-dedans, vous allez retrouver le dossier de santé numérique, je vais en reparler. Vous allez retrouver la modernisation de tous les systèmes administratifs, ressources humaines et financières du réseau de la santé pour les regrouper également, simplifier, puis les ramener avec ceux qui ont suivi l'actualité. Il y a eu un premier appel d'offres, ça n'a pas marché, on en refait un deuxième, puis, et c'est en route. Et tout ça, évidemment, orienté avec la commande du ministre d'avoir des tableaux de bord qui nous permettent de suivre la performance et les résultats pour les citoyens, le système et les gestionnaires. Le troisième axe, c'est de ne pas avoir une approche complètement centralisée. Ça peut être paralysant un peu, la centralisation, là, puis un ministère, c'est pas toujours aussi agile qu'on le voudrait. Et donc, de s'appuyer sur un plan de modernisation décentralisé, donner des guides aux établissements, puis je vais en parler un peu, à respecter, mais en même temps des moyens, puis leur laisser avoir de l'innovation dans les établissements qui permettent d'avancer. Puis enfin, c'est beau d'avoir un plan, mais il va falloir le gouverner, le réaliser et le payer, parce que ça coûte un petit peu d'argent tout ça. Donc, dans les moyens de l'ambition, puis je vais en parler un petit peu, là, vous montrer les montants d'argent que le ministère de la Santé a négocié avec les autres collègues ministres au moment des budgets pour les 3 prochaines années. Mais il faut également qu'on ait les ressources humaines et le talent, à la fois à l'interne, mais en même temps aussi auprès de partenaires que sont l'industrie, sans qui on ne fera pas ce qu'on veut faire. Et puis, on a le reste, c'est des choses comme plus standards, mais c'est important quand même qu'on ait des bonnes pratiques de gestion d'activités, de projets, même s'il faut se faire accompagner pour cela, là, ça fait partie de ce qu'on plan. Alors ça, c'était les grands piliers du plan. Comme je l'ai dit, j'en ai parlé sur celui-là, donc on va sauver 2 minutes. Et puis, on va pouvoir aller à la partie de l'architecture technologique, peut-être vous dire 2 mots là-dessus. Donc, tout d'abord, un dossier de santé numérique que je vais décrire un petit peu après. On est autorisé pour l'instant à le mettre dans 2 régions du Québec, représentant 1 million de personnes sur 8. Une question de gestion de risque. Le Conseil du Trésor, puis vous connaissez ça, là, estime que c'était trop risqué d'emblée s'embarquer au Québec sur 8 millions de personnes avec un projet de plusieurs centaines de millions de dollars. Il nous a demandé de démontrer la plus-value et l'avancée que pouvait faire le dossier. On a fait un premier appel de proposition et vous avez aussi suivi l'actualité. Nous republions très prochainement, mais je n'ai pas le droit de dire le jour ici. Fait que c'est bientôt, par exemple. Ça fait que... Deuxième chose, le système en finance et approvisionnement en ressources humaines, j'en ai parlé, les tableaux de bord, puis des projets nationaux, parce qu'on ne peut pas juste tout miser sur des systèmes centraux qui vont mettre 8 ans à arriver, puis laisser nos citoyens, puis nos trajectoires mal équipés. Et donc là, on a des projets nationaux connexes au dossier de santé numérique avec une approche... je dirais, à 2 vitesses, que je vais vous détailler un tout petit peu après. Je pense que c'est un élément intéressant, cet élément-là. Alors, les plans de modernisation des établissements, je reviens là-dessus.
Et puis, dans les moyens, le chiffre sort. Donc là, sur 3 ans, là, on a rehaussé le budget TI au ministère de la Santé et dans le réseau du Québec surtout. C'est pas tout pour le ministère, bien heureusement. Donc, c'est ça les lettres, le réseau de la santé et des services sociaux. Là, ça, c'est 951 millions sur 3 ans qui ont été attribués et rehaussés. Donc, c'est significatif. C'est la première fois, je pense, qu'il y a un commitment comme celui-là un engagement, c'est ça qu'il faut dire? Oui, un engagement comme celui-là dans les technologies. Alors, je vais revenir avec la notion de vitesse puis de double vitesse ici. Celle-là, je l'ai faite. On est rendu là. On a découpé, on a fait 9 programmes de modernisation. Vous allez voir, c'est assez copieux, c'est assez intense. Mais quand même, il y a des priorités, puis il y a 15-16 priorités qui sont suivies par le ministre lui-même dans son tableau de bord. Alors, on a un programme sur l'accès aux services. Vous avez compris que c'est un enjeu majeur tant au Canada qu'au Québec. La télésanté, c'est dans l'accès aux services. La télésanté, c'est pas un système séparé de tout ce qu'on fait. Là, ça a été conçu des fois un peu comme ça au début, mais c'est plus ça. Là. Ça doit être intégré dans la même chose. Puis l'accès en première ligne, vous avez vu que le Québec déploie un guichet d'accès première ligne où les citoyens qui n'ont pas de médecin de famille pour commencer vont pouvoir d'abord contacter grâce à des plateformes, puis avec éventuellement des intervenants si c'est nécessaire. Pour dire bien, comment je peux accéder. J'ai besoin de quelqu'un. C'est quoi le meilleur service? Puis ce qu'on veut, c'est trouver le meilleur service, puis pas forcément le professionnel en premier. On voudrait identifier le service en premier. Et évidemment, l'objectif, c'est de l'étendre pour même ceux qui ont un médecin de famille ou d'autres services. Ensuite, vous avez le programme de toute la transformation avec le dossier de santé numérique. Puis, c'est ici, dans ce programme, qu'on va détailler un peu, qu'il y a toute l'approche d'interopérabilité qui supporte ça et qui a l'approche pour le portail patient. Puis, une nouvelle fois, on a des vues communes avec ma collègue de la Colombie-Britannique que vous avez entendu tantôt, vous l'avez vu. On parle aussi de créer un portail qui s'appelle Votre Santé, qui permet aux citoyens d'avoir, lui, une plateforme unique d'accès et pas de naviguer dans différents. Techniquement, je pense qu'il y aura plusieurs morceaux de portail, là, parce qu'il y en a encore beaucoup de systèmes pour l'alimenter, mais c'est quelque chose qu'on nous demande d'accélérer dans les 2 prochaines années, alors que si on attend que le portail qui vient, par exemple, avec un dossier de santé numérique soit prêt, bien, c'est à l'échelle d'une province comme la nôtre, c'est à peu près 8 ans, mettons. Là. Fait que là, l'idée, c'est de commencer à donner des données et un accès aux citoyens qui puissent s'y retrouver, et ça va reposer, évidemment, sur de l'alimentation de données, et l'interopérabilité est pas loin. Alors, je ne les passerai pas tous, juste pour mentionner qu'on couvre la jeunesse. Vous le savez, on couvre la santé mentale, les soins à domicile, la santé publique, les systèmes de performance. Ça fait que s'il y a des fournisseurs dans la salle, bien, dans un appel de dossier électronique de santé numérique, c'est tout ça qu'on couvre. Donc, j'allais dire à vos crayons, parce que c'est pas... on s'attend qu'ils soient déjà prêts, hein, n'est-ce pas? Et maintenant, donc, j'en arrive à la notion de plan décentralisé, peut-être. J'en suis là. C'est ça. Oui, je peux le voir là-bas. Donc, on disait, pas que le ministère pilote tout, mais qu'on ait de la place pour les établissements faire un plan décentralisé. Et ça là, c'est un élément important. C'est celui-là, j'en ai-tu un autre? Non, c'est celui-là. Donc, les plans décentralisés, c'est les établissements qui doivent s'engager grâce à un rehaussement budgétaire conséquent qui leur a été donné, à faire du développement pour remplacer le papier, pour aller vers les virages infonuagiques, se préparer au dossier de santé numérique, parce qu'on a un step à faire pour y arriver. Et puis, ce plan doit contenir des indicateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un plan de la technologie pour de la technologie. Il est demandé et suivi par le ministère et nos équipes d'avoir un effet sur 3 axes. La réduction sur la pression du personnel, parce qu'on est en pénurie de personnel comme partout ailleurs. On veut aussi avoir une mesure, ça peut agir sur la qualité, mais avec un indicateur de mesure de la qualité.
Et puis, on veut améliorer tout ce qui est productivité dans les domaines prioritaires du plan, là, les urgences, le rattrapage des chirurgies, la santé mentale, l'accès en première ligne. Donc, c'est des éléments que les... Et ça, c'est confié aux PDG des établissements, qui sont 32 au Québec, et qui doivent s'engager à agir dans ce sens-là. En ce moment, on a fait le premier bilan, ça a été lancé l'année passée, donc on a 347 millions qui ont été mis dans les plans de modernisation décentralisés. Vous voyez les endroits où ça se travaille, il y a des outils technologiques, il y a de l'info nuagique parce que c'est couvert par ailleurs, puis on a des projets de transition vers le DSN, on a de la sécurité qui prend beaucoup de place. Et puis les indicateurs, on en a plus de 200 qui nous ont été soumis. Là. Ça travaille la moitié sur les délais d'attente et l'accès, puis le reste, chacun un quart là, sur le service ou le personnel. Je ne passerai pas les exemples ici, vous les avez dans la présentation, puis je pense qu'ils ont été traduits également pour vous montrer un peu l'idée d'encadrer. Donc le ministère joue son rôle d'encadrer, faciliter la modernisation technologique, mais toujours pour avoir deux choses qui avancent parallèlement. Et donc, on a, comme je le disais souvent, on a une métaphore au Québec qui dit que le dossier de santé numérique, c'est un peu la baie James de l'information de la santé. C'est fondamental comme réforme puis comme travail, mais ça ne va pas nous chauffer les 3 premières années. Il va falloir qu'on passe quand même 3 hivers avant, sinon on va mourir de froid. Donc, c'est pour ça qu'on a un plan décentralisé avec d'autres actions. Donc, cette fois-ci, c'est la métaphore de la baie James. La fois d'après, on parlera de celle de l'Everest, mais qui est la prochaine. Alors, pour arriver au dossier de santé numérique, premier élément dont j'avais déjà parlé, ça prend un ajustement de la loi. La loi, à l'heure actuelle, ne nous permet pas de faire ça. On vous a mis la diapositive. Ça a été écrit, c'est un projet de loi 19 qui était dans la précédente législature, est accessible et public, il est écrit. Là. Donc, vous avez tout le droit d'aller le voir. Et puis, ça va s'appeler le projet de loi 2 dans la prochaine législature. Donc, il n'a pas été adopté pour des raisons de calendrier politique, mais pour vous donner une idée de sa priorité, ça devient un des deuxièmes qui va être regardé dans la législature qui commence présentement. Et ce projet, d'abord, ce que je vous présente, c'est une diapositive qui donne des principes, ce n'est pas le projet de loi, puis il n'est pas adopté, donc je ne veux pas faire... Par contre, ce que ça vise, c'est enlever toutes les barrières qu'on avait pour constituer un dossier de santé. Ça va être donc implicite qu'on crée un dossier de santé. Ça va être à la fois des données qui viennent du public ou du privé. C'est créer un dépôt national de renseignements de santé. Mais pour faire ça, il faut aussi qu'il soit accessible, qu'il y ait des règles très strictes qui gouvernent son partage, qui sera... Ce ne sera pas si facile que ça de sortir du partage, paradoxalement, mais par contre, il y aura une transparence totale. Accès à qui accède au dossier, le citoyen doit savoir c'est qui vient dans son dossier, et évidemment des balises de sécurité importantes qui peuvent aller jusqu'à des exigences en termes de normalisation, de sécurisation. Puis les données, on les veut à la fois pour un usage primaire de prise en charge, de soins, on les veut pour que le patient ait une fenêtre sur son dossier, sur son interaction avec le système de santé ou le délégué à ses proches aidants, par exemple. Et puis, on veut que ça serve à la recherche, à l'enseignement et à l'intervenant. Alors, ça va susciter des beaux débats lors des mémoires qui vont être déposés, mais c'est extrêmement intéressant. Puis sans ça, ça mettrait un frein à la transformation numérique puis à la circulation de l'information. Alors, on en aura besoin, évidemment, c'est ça, j'ai encore oublié, veuillez m'excuser, c'était ça la diapositive en question. Sorry for that. Alors, le dossier de santé numérique, c'est quoi? Bien, c'est vraiment toute information de santé que vous imaginez qu'on peut avoir dans notre vie, y compris celle que nous, on veut rentrer dans le système comme citoyens avec nos objets connectés divers et variés, ou avec des questionnaires pour vérifier notre expérience ou nos résultats, là, des outcomes ou des expériences. Là, ça va être là. Donc, il a fallu convaincre le gouvernement. Ça nous a pris une couple de temps pour faire ça. Ça nous a pris un petit peu de temps pour le dossier. Au départ, vous savez qu'on en avait choisi un, fait maison, parce que c'est à nous. Puis ben là, écoutez, maintenant, on est sur un appel d'offres et on republie notre deuxième appel d'offres pour pouvoir aller de l'avant. J'ai déjà mentionné l'ensemble des composantes du réseau
de la santé. Donc, il y a deux composantes peut-être importantes dont je vais parler, dans le diapo d'après, finalement. Je vous épargne les bénéfices parce qu'on les connaît tous. Puis aujourd'hui, c'est moi la question de savoir est-ce qu'il faut faire un dossier de santé numérique. C'est comment, puis quand, puis combien, mais pas est-ce que. Alors, ça, c'est toutes les bonnes raisons de le faire, évidemment. Et on s'inscrit à l'intérieur de ça. Puis, on n'est pas en avance au Québec là, sur le dossier de santé numérique. Là. Si on prend, je ne sais pas moi, des mesures de IMSS Analytics, là, un nombre d'hôpitaux 6, 7 au Québec, 0. Puis si on mesure 2,5, 3, puis quelques centres, peut-être qu'on fait un petit effort, puis qui sont à 4 ou 5. Mais ce n'est pas le majeur. C'est quoi notre réalité? Ça ressemble à ça. C'est du papier, beaucoup, puis plein de systèmes qui ont été développés pour des objectifs précis, puis qu'on nous a promis que ça se parlerait grâce à l'interopérabilité. On nous a juré ça il y a 25 ans, quand j'ai commencé, 30 ans. Je pense qu'on m'a raconté des non-vérités. Donc, c'est l'objectif. Alors, on s'est dit, c'est quoi notre approche? Puis peut-être que j'ai grossi la partie de droite du dessin parce qu'elle est intéressante. Donc, l'infrastructure du dossier de santé numérique qu'on veut mettre en place, c'est simple finalement. Hein? C'est comme 3 couches. Il y a le dossier de santé numérique intégré, qui est un produit intégré qui va regrouper la majeure partie des systèmes. On estime que 80% de nos besoins pourraient se retrouver dans un système intégré provincial. Mais il y a encore d'autres systèmes d'information à côté de ça. Alors là, il va falloir que ça se parle. Alors, on a 2 couches. On a la couche de visualisation pour à la fois le visualiseur clinique, les visualiseurs d'images, puis le portail, le fameux portail patient dont on parlait, qui va intégrer. Puis en bas, on a une couche qu'on espère intelligente de plateforme d'interopérabilité avancée qui va nous permettre pas seulement de faire communiquer les systèmes avec des branchements, mais de travailler sur la circulation de la donnée, sa valorisation, de faire parler ensemble des systèmes qui n'ont pas été conçus pour ça, de ne pas attendre d'avoir fini de normaliser des langages pour échanger de l'information, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'échanger de l'information là. Et puis des fois, elle était rentrée dans les systèmes, puis peut-être qu'on a des astuces maintenant pour être capable de faire circuler cette information. Puis c'est ça, c'est très important ce dessin-là, parce que c'est ce qui nous permet de progressivement mettre en place l'infrastructure qu'on veut en branchant les systèmes existants. Alors ça se traduit, pour presque finir, avant que par une cible qui est connue, qui est pas mal publiée. C'est le dessin qu'on envoie à tous nos fournisseurs pour trouver. Donc, on a mis un système qui regroupe des fonctions communes, qui est tout en bleu, qui est le dossier de santé numérique, avec les couches dont je viens de vous parler, puis les systèmes qui seraient à connecter. Donc, ceux qui se souviennent du DSQ, il va encore exister, le dossier de Santé Québec. Un jour, il va disparaître parce que le DSN va être là. Il lui dira « Je suis ton père », peut-être, mais c'est son futur destin, une fois que nous aurons réussi à faire ça. Et puis, ces objectifs-là, vous les connaissez, je les reprendrai pas, voilà. Mais deux choses. On s'est donné comme objectif de ne pas être hospitalo-centré. Donc, 2 cibles à atteindre en même temps quand on va démarrer. Atteindre l'échelle 6 sur le niveau 6 sur l'échelle de maturité MRAM hospitalière, mais atteindre le même niveau sur la outpatient ou la future CCM, Continuity Care Model, parce qu'ils sont en train de la faire évoluer. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, notamment moi. Et on veut réussir les deux en même temps. Si on ne fait pas ça, il va nous manquer une couche et on va rester hospitalo-centré ou établissement-centré, mais on veut vraiment aller plus loin sur la partie de l'interopérabilité. Alors, c'est une idée du plan. 29 minutes, c'est bon. Et donc, c'est une idée du plan qu'on se propose. Il est ambitieux, on le sait. Je serais prêt à prendre, évidemment, quelques questions. Et c'était pour partager un petit peu notre destination, en tout cas le plan de la destination, puis le voyage qui est commencé avec ben du monde autour de nous. Merci. Oui, je prends des questions. Okay. Maybe we've got a couple of minutes. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Lotin? Oui, monsieur. Alors, la question est pourquoi redéposer l'appel d'offres du DSN alors que la loi n'est pas encore changée? Est-ce que ça va amener des ajustements?
En fait, évidemment, ici, ceux qui s'y attendaient, là, je ne peux pas vous dire pourquoi on republie. Là. Vous comprenez qu'il y a des affaires que je ne peux pas vous expliquer. Le projet vitrine, on peut le faire. Les 2 régions du DSN, on peut les faire sans que la loi soit adoptée encore. Ça nous oblige à exiger de gérer le consentement et les mécanismes usuels que nous avons, bien évidemment. Donc, c'est une contrainte qu'on met sur notre appel d'offres d'être capable de gérer ça. Mais on ne peut pas déposer un projet qui soit contraire à la loi au moment où on le dépose. Et après, il est conçu, évidemment, pour bénéficier de la loi qui serait adoptée, mais il pourrait fonctionner si par hasard, il y a un blocage important au niveau législatif. Donc, on s'est gardé les 2 options. Ce n'est pas la raison pour laquelle on fait une republication. Ça répond à votre question? Le temps pour une autre question. On attend pour une autre question. Alors, la question est, on parle d'un plan de 8 ans pour tout déployer, mais quels sont les bénéfices citoyens pour les 3 prochaines années? Alors, la réponse en 2 axes. 3 ans, c'est le temps où 1 million de personnes vont avoir leur dossier de santé numérique. Nous parlons de 24 mois de déploiement une fois le produit choisi. Donc, ça, c'est 1 million de personnes qui auraient accès à un dossier de santé numérique avec son portail et son échange. Et parallèlement à ça, on nous a demandé de travailler sur des systèmes d'accélération dont j'ai parlé. Il y a le guichet d'accès à la première ligne qu'on veut déployer pour l'ensemble des citoyens du Québec au fur et à mesure. On a notre plateforme de soins virtuels qui est en déploiement pour une première spécialité qui va se déployer pour 7 autres dans les années qui viennent. On est en train de travailler, peut-être une primeur, mais ce n'est pas un secret, là, on est en train de travailler pour que l'accès à la médecine spécialisée de 2e ligne utilise et réutilise une partie de ce qu'on est en train de faire, qui est dans le bonifiant, pour pouvoir gérer l'accès à la 2e ligne. Et enfin, le portail Votre Santé, où là, on a reçu une commande que dans 2 ans, l'ensemble des citoyens du Québec ait déjà un morceau d'accès à un portail intégré d'information pour prendre des rendez-vous, pour savoir où on est le suivi des rendez-vous qu'ils ont pris, pour avoir accès à certaines informations de santé. Et puis, évidemment, on va capitaliser sur ce qui existe dans le carnet santé, puis dans le dossier de santé du Québec et dans les plateformes dont je viens de vous parler. Donc, c'est ça un petit peu la stratégie à 2 vitesses, donner tout de suite des éléments, puis en construisant l'infrastructure en même temps. Est-ce que ça répond, Mme Josée? Oh. OK. La question est, est-ce qu'on peut parler un peu du portail de visualisation pour les cliniciens, parce qu'on n'en entend pas parler souvent. Alors, oui, vous avez votre casque. Donc là, l'idée, là, c'est dans la transition qu'on veut mettre en place, il y a des données qui existent dans de nombreux systèmes en blanc, et puis on va mettre en place un dossier pour 2 hôpitaux en premier. Mais là, c'est important pour la continuité de la prise en charge, là, qui est pendant ce temps-là, d'essayer de proposer aux citoyens, aux intervenants plutôt, là, de proposer aux intervenants une façon d'avoir accès à ces informations qui sont là. Alors, on a identifié une couche pour l'image. Elle était approuvée par le Trésor au mois d'août de cette année et on rentre en acquisition pour un système de visualisation des images. Et on va moderniser le système de visualisation du dossier de santé du Québec, le DSQ, donc qui a un visualiseur qui est un petit peu ancien. Et donc, on va le moderniser pour qu'il puisse recevoir des informations des systèmes qu'on déploie à court terme, tout en ayant aussi accès à ceux à long terme. Donc, c'est un outil intéressant pour gérer, je dirais, la transition vers un dossier complet, disponible pour tout le monde, pour qu'il y ait déjà un début d'échange d'informations visible pour les intervenants, pour les supporter dans le continuum de prise en charge. C'est correct? Alors, voilà. On va retourner, merci. C'est ça? Merci, Philippe. Très intéressant.